Et on voit la différence. Nous, ce qui se passait dans notre génération, nous sommes la génération 80. Et chez nous, en fait, on vivait en famille. Quand je dis vivre en famille, c'est vraiment la famille avec l'éducation, pas que du papa et que de la maman, mais aussi des tantes, des oncles, du voisin qui pouvaient nous corriger. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on vit en appartement. Aujourd'hui, on vit en appartement, on vit seul. Les couples vivent seuls. Ils n'ont pas cet accompagnement. Moi, je dis aujourd'hui, quand les gens se marient, ils veulent être en appartement, le mari et la femme, ils s'aiment, c'est l'amour, je ne sais quoi. Mais on est dans un contexte social où l'accompagnement qu'il y avait avant, des parents, de la belle-mère, de la belle-famille, de nos propres parents, dans ce processus de grandir et de devenir l'adulte que nous devrions devenir, était très important. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc aujourd'hui, nous recevons sur le Cercle d'Influence Mame Binta Diouf Diallo, qui est la fondatrice de Tahami, un concept social d'échange thématique. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons discuter de son parcours, de son activité et aussi de tout ce qu'elle fait dans le domaine, que ce soit en termes de mise en relation, en termes d'échange, en termes de création de contenu inspirant et impactant pour aider les jeunes à atteindre leur vrai potentiel. Donc, re-bienvenue au Cercle d'Influence. Donc, sans plus tarder, Mame Binta, re-bienvenue et bienvenue au Cercle. Bonsoir Abibou et merci pour cette invitation au Cercle d'Influence. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous et surtout de pouvoir m'adresser à une communauté jeune. Ouais, surtout. Voilà. On dit que voilà, les jeunes vont inspirer. Je ne suis pas totalement jeune, mais je suis entre deux. Donc, c'est avec un grand plaisir que je suis là ce soir. Le plaisir est pour moi. En tout cas, je suis reconnaissant. On a pas mal d'amis en commun que vous avez déjà invités dans vos échanges thématiques. Et c'est vraiment un honneur. Je suis reconnaissant pour cette opportunité. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours? Oui. Donc, mon parcours, si je le prends depuis l'enfance, donc voilà, moi je suis née à Louga, mais je ne suis pas lougatoise, que lougatoise, mais je me considère lougatoise aussi, parce que je suis née là-bas. Ma mère est de Saint-Louis, donc je suis Saint-Louisienne du côté de ma mère, et mon père de la Casamance, de Sédhiou. Particulièrement, donc on est des Diallo de Sédhiou. Et donc après ma petite enfance à Louga, donc c'est là-bas que j'ai fait mes études primaires à l'école Sainte-Marie de Louga. Et après j'ai poursuivi du côté études à l'école Didier-Marie de Saint-Louis, donc le parcours école privée catholique. Et j'ai fait une année au lycée Faidherbe de Saint-Louis et avant de finir au lycée Machallah de Dakar et d'aller continuer mes études en France. Donc, juste après mes études en France, j'ai fait 5 années à Montpellier, où j'ai fait mes études. Après les études à Montpellier, je suis revenue au Sénégal, où j'ai travaillé à l'APIX pendant 1 an et demi comme assistante pour la mise en place de politiques de mise en œuvre de politiques sectorielles. Pour les stratégies de développement. Et après cela, j'ai intégré la GIZ, qui est la coopération allemande au développement, en 2007. Et au sein de la coopération allemande au développement, j'ai beaucoup travaillé sur l'élaboration aussi de politiques sectorielles, notamment pour les petites et moyennes entreprises. J'ai travaillé sur la compétitivité, surtout au niveau du corridor Dakar-Bamako, donc entre Dakar et Bamako. Et actuellement, je suis au niveau d'un programme, toujours de la coopération allemande au développement, qui s'appelle Réussir au Sénégal, où je suis la directrice adjointe et je suis aussi la responsable du volet entrepreneuriat. À côté de ça, j'ai fondé Tahami. Tahami, qu'est-ce que signifie le concept Tahami? Le concept Tahami, dans sa signification profonde, est un concept que j'ai mis en place. D'abord, avant d'aller vers le nom,
Je crois que c'est un concept d'échange thématique basé sur la positivité et l'empathie. Donc, je vais revenir sur ces deux mots que sont la positivité et que sont l'empathie. La positivité parce que pour moi, en fait, actuellement, quand on regarde le monde, on est dans un monde où c'est mouvementé. Je dirais pas brutal, mais c'est mouvementé, c'est assez stressant. Ça bouge de partout. On est dans une période de crise, aussi bien une crise sanitaire, mais aussi une crise économique. Et les gens, en fait, sont fondamentalement bouleversés. Ils cherchent du recours, ils cherchent à se faire comprendre. Et on le sent même au sein de notre environnement proche. Et donc, pour moi, je me suis dit, pourquoi pas avoir quelque chose de positif pour montrer aux gens que c'est toujours possible. L'autre chose, c'est l'empathie. Et l'empathie, quand on regarde la définition de l'empathie, c'est de pouvoir comprendre ce qui fait du sens pour l'autre. Pas se mettre à la place de l'autre, mais pouvoir comprendre l'autre dans sa façon de faire, dans sa façon de voir. Et donc, avoir ce cercle positif et empathique nous permettrait de mieux vivre en harmonie. Et donc, j'ai mis en place ce concept pour permettre à des gens d'avoir ce cercle d'échange, de voir des personnes inspirantes, à l'exemple de ce que vous êtes en train de faire dans le cercle d'influence, des personnes, donc j'ai des découvertes où on montre des personnes qui peuvent inspirer d'autres et qui montrent aussi du positif, donc qui montrent que voilà, ils ont eu un parcours motivant, inspirant et d'autres peuvent s'en inspirer. À côté de ça, j'ai utilisé les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux ? Parce que en fait, j'étais pas trop adepte de tout ce qui était Instagram. C'est même avec Tahami que je me suis mise dans Instagram. Donc je connaissais pas trop. Et actuellement, on voit que c'est les réseaux sociaux qui sont d'actualité. Tous les jeunes sont devant leur téléphone, dans les réseaux sociaux. Quand on regarde nos familles, quand on est en famille, chacun a son téléphone. C'est même devenu un tic. Et donc, je me suis dit, dans cet instrument-là, dans cet outil, les gens regardent des choses. Et quand ils regardent des choses, qu'est-ce qu'ils regardent ? Est-ce que ça impacte sur leur psychologie ? Et donc, avoir ce petit monde que l'on crée, c'est-à-dire que c'est un petit monde Tahami, quand on entre dedans, on a des messages de motivation, on a des messages d'inspiration, on a des messages positifs, empathiques, motivants. Et donc, ça serait un petit havre de paix pour pouvoir contribuer en fait dans ce monde qui est dans tous les sens. Et le mot maintenant, pour y revenir, le mot c'est Tahami. Tahami, c'est la contraction du nom de mes enfants. Mon fils s'appelle Taha. Super. Taha qui est la 20e sourate du Coran. Et Ami, c'est ma fille Aminata. Et donc j'ai contracté leur nom. Et c'est original. J'ai cela parce que c'est eux-mêmes qui l'ont créé en fait. Parce qu'ils l'ont mis dans mon téléphone pour mettre tous leurs jeux. Et c'était il y avait une bataille quand même assez sérieuse à la maison parce que c'est moi qui ai créé, c'est toi qui as créé. Mais finalement, voilà, ils ont accepté. Est-ce qu'ils ont le droit de recevoir leurs royalties? Oui, mais il faudrait que Tahami gagne quelque chose d'abord. Parce que pour l'instant, on partage, mais ils auront. J'imagine. Et ils participent aux activités. En tout cas, j'aime bien le concept. Et surtout, en fait, les valeurs que ce concept, en fait, pour moi, en quelque sorte, surtout la positivité et l'empathie. Revenons sur le mot empathie. Parce que le mot empathie, je pense que nous sommes dans un monde où les jeunes d'habitude se mettent dans un esprit de victime. J'attends que le gouvernement fasse un truc. J'ai pas de boulot parce que Macky Sall n'a pas fait grand-chose. Donc souvent, je vois pas mal de jeunes qui sont dans des situations difficiles, certes, mais qui décident de se montrer comme des victimes et qui cherchent à récolter des points sympathiques. Du genre, je veux que quelqu'un vienne me sauver, j'ai pas de solution, ainsi de suite. Donc, dans le sens de empathique, comment on peut en fait dire la vérité aux gens de manière empathique, mais surtout aussi tout en étant honnête et transparente dans la transmission pour leur dire que d'une part, vous êtes responsable et que si vous ne faites rien, vous n'allez pas changer votre vie. Donc, comment vous gérez cette dynamique, cet équilibre? Tout à fait, c'est excellent et vous avez même donné en fait une partie de cela, c'est-à-dire on est dans une société où c'est pas facile. Quand on voit le taux de chômage aujourd'hui qui existe, c'est énorme. Quand on voit des personnes qui ont fait des études, qui sont arrivées à un certain niveau, c'est une minorité. Parce qu'on se voit entre nous, on se parle entre nous, on croit que c'est ça.
C'est pas ça forcément le Sénégal. Le Sénégal, il y a une partie, une minorité qui n'a pas forcément eu la chance que certaines personnes comme vous ou moi ou d'autres ont eu. Et donc, il faudrait savoir tenir un langage aussi à ces personnes. Il faudrait aussi, je reviens, pas se mettre à la place, mais il faudrait aussi pouvoir leur faire comprendre qu'on est dans des situations différentes, mais qu'eux-mêmes peuvent avoir de l'espoir. Pour moi, l'empathie dans cette partie, c'est d'essayer d'échanger avec ces personnes et de leur permettre d'arriver à comprendre eux-mêmes leur situation et à saisir leurs propres difficultés et à voir leurs propres enjeux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Pourquoi c'est difficile pour eux? Si on arrive à faire ça, c'est-à-dire on ne va pas nous-mêmes dans le jugement pour dire à la personne vous êtes en train de vous victimiser, mais on va essayer de comprendre pourquoi la personne est en train de se victimiser. Mais comment? Le processus, comment ça marche? Et c'est important, c'est échanger, c'est respecter l'autre. Okay. Moi, je pense qu'en fait, il y a un grand processus du respect de l'autre, Okay. du respect de l'état d'esprit de l'autre, Okay. du respect de la situation difficile de l'autre, Okay. et de voir qu'on n'est pas tous, peut-être c'est utopique, mais qu'on n'est pas tous en train de voir les mêmes réalités. Non, on est d'accord. J'ai fait des études en médiation culturelle et communication, peut-être c'est ce qui explique aussi cet état d'esprit que j'ai. Et en fait, c'est une matière, en fait, c'est une discipline qui nous apprend d'abord à comprendre l'autre dans sa propre réalité. Quelle est sa vision du monde? Quel a été son parcours? Qu'est-ce qu'il a impacté dans sa vie? Et en fonction de tout ça, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc l'échange est important et il y a des spécialistes. Hein. Okay. Et chaque fois aussi, il faut savoir connaître ses limites. Et c'est pour ça, parfois, je discute avec des personnes qui me disent « Oui, tu es coach ». Je dis « Je ne suis pas coach ». Je ne suis pas coach parce que je connais des coachs et je respecte en fait ce métier parce que c'est un métier, on y arrive... par des certifications. Moi-même, j'ai été coachée par des vrais coachs. Et en fait, ce que je sais faire, c'est essayer de comprendre la personne, essayer de lui faire toucher du doigt là où ça fait mal. Pour voir la vérité, avoir un discours franc avec cette personne pour lui permettre de voir comment avoir ce déclic. Et je crois que c'est le déclic qui est important. C'est le déclic qui te permet de te dire c'est toujours possible et si je suis cette voie, je peux m'en sortir. Je suis d'accord, parce que la raison pour laquelle aussi on a créé ces podcasts, c'est aussi ça. Parce que je pense que si vous, par exemple, ça revient à la notion de la responsabilité individuelle. Tout à fait. Je pense que si chacun prenait ses responsabilités et faisait en fait ce qui lui semble juste, le monde serait meilleur. Mais aussi, il faut reconnaître que certaines personnes ont commencé à partir du bas, tellement bas qu'ils ont du mal à savoir différencier le mal et le bien. Ils ont commencé tellement bas qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre le monde. C'est pour ça que j'essaie de dire souvent aux gens que c'est vrai qu'on a tous l'espoir, on est tous positifs, on est tous optimistes, mais le monde aussi a ses réalités. Le monde est négatif, le monde est pessimiste. Et je pense que c'est bien parfois en fait de connaître la galère pour pouvoir apprécier en fait le bon côté des choses. Et parfois, quand les gens se victimisent, c'est des raisons qui sont peut-être justifiées, mais aussi le monde est curieux. Développer. Okay. C'est-à-dire, toi, tu viens tu vois une situation dans un domaine, dans ce monde, par exemple, tu dis, OK, moi, ici, au Sénégal, qu'est-ce qu'on a comme problème? Ah, on n'est pas autosuffisant en aliments. On n'est pas autosuffisant en aliments. Qu'est-ce qu'on manque? On importe beaucoup de viande. Ah, comme on importe beaucoup de viande, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette réalité-là pour que le Sénégal puisse produire sa viande? OK? Donc, je vais entrer dans l'élevage et le but, c'est quoi? J'ai une vision, l'autosuffisance du Sénégal ou bien de l'Afrique en viande. On n'importe plus en Europe. Et je commence par un mouton, tu vois, ou bien vous voyez, je peux commencer par des poulets. Je commence par des poulets, mais l'ambition que j'ai, c'est d'avoir une grande usine de production qui puisse servir tout le Sénégal, avoir des succursales dans d'autres pays, etc. Et c'est ce changement-là, c'est cette dynamique-là que tu veux mettre en place.
You know? C'est ça l'entrepreneur. C'est pas la personne qui se lève et qui se dit ah là on vit des situations difficiles, j'ai pas trop d'argent, j'ai des problèmes pour arrondir mes fins du mois et je me lance dans l'entrepreneuriat pour être bien quoi. OK? En général, ceux qui le font, ils sont toujours dans des problèmes, ils s'en sortent pas. Mais regarde les grands de ce monde, que ce soit Bill Gates, que ce soit Steve Jobs, Bill Gates, Steve Jobs avec Apple, c'était quoi? Il avait une vision. C'est pas pour parler de ça, on a invité un sociologue, le docteur Ibrahima Dia, qui sera avec nous parce que c'est un sociologue aguerri, expérimenté, qui a eu beaucoup d'expérience et aussi qui est d'un certain âge, parce qu'en fait, il y aura 3 tranches d'âge. On aura la vingtaine, la quarantaine, la soixantaine. Ce sera top parce qu'aujourd'hui, ces mondes ne se rencontrent pas forcément. Ça, j'aime bien. Voilà. Et le docteur Ibrahima Dia avait parlé, pourquoi je l'ai invité, il avait parlé du pont entre les différents mondes. Et les différents mondes dont il avait parlé dans son intervention, il s'agissait des marabouts et des personnes qui vont à l'école, des personnes qui vont au bureau. Et donc, pour dire qu'au Sénégal, on a 2 mondes en parallèle qui fonctionnent, mais qui ne se croisent pas forcément. Et donc, on fait un pont entre ces mondes-là, mais comment faire maintenant le pont entre nos différentes générations? Aujourd'hui, on est en train de faire le pont entre vous et moi, parce qu'on a une certaine différence d'âge. C'est génial, mais le faire aussi avec les autres générations qui ont beaucoup à transmettre et on a beaucoup à apprendre. Et là aussi, ça rejoint en fait... c'est de l'intégration intergénérationnelle. Exactement. En quelque sorte. Et donc, nous, on prend les personnes avec qui on discute en fonction de leurs expériences. De leurs expériences professionnelles, parfois de leur vécu. Et moi, comment ça marche avec Tahami, c'est que je suis interpellée par des personnes. C'est les personnes qui me parlent de leur sujet. Moi, j'ai lancé comme ça un bébé dans l'eau. Et du jour au lendemain, c'est des gens qui me disent « Mambinta, j'aimerais bien parler de cette thématique. » Et ce que je fais, c'est que j'ouvre le cadre pour en parler, pour en discuter. Et non, c'est une très belle initiative parce que moi aussi, j'aime bien parler avec les gens plus âgés que moi. Parce que comme on dit, je ne sais pas la citation qui disait qu'en fait, un bon conseil peut te faire sauver 20 ans de galère. Et c'est vrai aussi que c'est surtout c'est la notion de la crédibilité pondérée en fait. Du genre, je dis tout le temps aux jeunes que vous n'allez pas carrer quelque chose qui n'a jamais été carré. Vous n'allez pas réinventer la roue en fait. Donc peu importe le sujet, peu importe le domaine, il y a quelqu'un qui a déjà en fait pris ses chemins, qui a déjà trouvé des principes et des outils qui marchent. Donc, rapprochez-vous de ces personnes, prenez des conseils, prenez des notes et essayez de voir. Parce que la route n'est pas droite, en fait. C'est vrai qu'il y a toujours des zigzags, mais ce qui compte, c'est d'arriver à la destination. Et j'aime bien ce concept d'intergénération parce que l'âge est un critère de réussite. Si quelqu'un est devenu milliardaire, c'est pas parce qu'il est chanceux, c'est parce qu'il est dans ce monde plus longtemps que toi et il a eu à expérimenter, à prendre des risques et que là, il a 50 ans et ces risques commencent à donner des fruits. Son travail commence à apporter des fruits. Pourquoi vous avez créé le concept? Comment êtes-vous devenu un lien social? Qu'est-ce qui vous intéresse? Déjà, qu'est-ce qui a motivé cette passion? Est-ce que vous avez connu une période difficile où vous aviez besoin de quelqu'un, ou bien est-ce que vous avez vu un besoin et qu'il y avait un certain écart entre en fait la situation actuelle des gens et leurs rêves? Comment en fait vous avez décidé de devenir un lien social? J'ai parlé tantôt en fait de ce monde dans lequel on était. Et moi, depuis toute petite, j'ai été très tôt intéressée par les relations sociales. C'est-à-dire que je suis intéressée par les personnes. L'être humain m'intéresse beaucoup, comment il fonctionne. J'adorais les cours de découverte que j'ai fait en communication, de sociologie, d'ethnologie, d'anthropologie, donc toutes ces matières en fait qui s'intéressent à l'être humain et aux relations, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressée. Aussi, j'étais une personne petite et jeune, assez calme, je ne parlais pas beaucoup. Ce qui m'a donné la chance de beaucoup observer. Donc je vous dis, j'ai observé pendant 20 ans de ma vie. J'ai commencé à être bavarde vers 24-25 ans. Et donc en observant, en fait, on observe les relations sociales, on observe les relations qui se passent au sein de sa famille,
On observe les relations qui se passent au sein de son entourage et j'ai toujours essayé d'analyser, de mieux comprendre, de comprendre les réactions avec aussi mes études corrélées à ça. Voilà, ça m'a aidé à vouloir mieux comprendre. D'un autre point de vue, je suis devenue femme active, mère de famille, sénégalaise de retour de pays européens. Et donc ça aussi, ça te fait confronter à plusieurs changements au sein de ta société et aux expériences de vie qui peuvent être très différentes. Et donc tout ça, avec ce monde dans lequel on est en train de vivre, m'a motivée. Autre chose qui m'a motivée, c'est que quand j'ai pris mes congés, et ça, c'était intéressant. Parce que quand je parle de Tahami, je dis positif, empathique, havre de paix. J'avais pris mes congés et on m'avait offert un cadeau à aller chercher dans un concept store. Okay. Quand je suis arrivée dans ce concept store, bon, déjà que je ne travaillais pas, j'étais en congé. C'était un endroit hyper calme. Pas de bruit, rien. C'était soft. Je me suis dit, c'est ça que j'aime. Moi, j'ai dit Eureka. J'aime ce qui est calme. J'aime ce qui est soft. J'aime ce qui est serein. Okay. Et donc, j'ai trouvé, moi, ce que j'aimais faire. Okay. J'aimais des environnements comme ça. Comment le faire? Je vais continuer à travailler parce qu'il nous faut gagner notre vie. Ouais. Parce que j'aime aussi mon travail, j'aime ce que je fais. Mais je savais, j'ai commencé à entendre que je n'avais pas qu'à aller au travail et à revenir. Je devais faire autre chose. Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à conceptualiser. Donc, c'était au mois de décembre de l'année dernière. Ah ouais. Et donc, de décembre à mars... Ça s'est passé vite. Très vite. Et j'ai vu que c'était très vite. Donc, de décembre à mars, j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit. Donc, j'écrivais très tôt le matin avant d'aller au boulot et très tard le soir. Et je me suis fait aider par des amis pour y voir plus clair, qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont permis de mieux voir ce que je voulais faire. J'ai lancé et naturellement, c'est comme un aimant. Des personnes que ça intéressait sont venues rejoindre. Aujourd'hui, on est dans une communauté d'à peu près 640 personnes qui suivent Tahami et qui sont actifs. On fait des after-work, les gens viennent. Et il y a cet état d'esprit positif que l'on partage. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi, mais avec des idées différentes, des aspirations différentes. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des contradictions. Et mais dans les contradictions, on trouve des voies pour une meilleure vie en communauté. Oui. C'est très important. Vous êtes, dans votre discussion tout à l'heure, le monde revient souvent. Mais il faut reconnaître que moi, je suis né en 1992. Et quand je vois les générations 2000, là, je vois que c'est deux mondes différents. Donc, le monde a connu plusieurs changements, que ce soit la révolution industrielle, ensuite notre génération, la génération Y, avant l'Internet. Ensuite, il y a la génération Z, qui sont nés après les années 2000 et qui ont grandi dans des écrans tactiles, des réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous, dans votre époque, dans votre période, déjà avant les réseaux sociaux, il y avait une méthode traditionnelle. Vous étiez élevé dans des principes, dans des valeurs, la solidarité, le respect. Mais aujourd'hui, moi, je vois sur les réseaux sociaux des jeunes de 17 ans, 15 ans qui mettent des commentaires en disant des choses insolentes sur les autres qu'ils ne vont jamais rencontrer. Donc, comment, en fait, votre éducation traditionnelle, comment nous, les jeunes, surtout la génération Z, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de votre méthode traditionnelle? Quels sont les conseils ou les principes que vous aimeriez que les jeunes d'aujourd'hui puissent apprendre de vous et de votre génération? Oui, merci beaucoup, Abibou, pour cette question. C'est très important, ce que vous êtes en train de dire. Nous, on voit la différence. On voit la différence parce qu'aujourd'hui, nous sommes les parents. Dans ma génération, il y en a qui ont des enfants qui ont le bac, ceux qui se sont mariés plus tôt. J'ai des copines qui ont eu leur fils ou qui ont eu le bac. Et donc, on est dans cette génération. Et on a des enfants qui aujourd'hui sont des adolescents. Des plus jeunes et on voit la différence. Nous, ce qui se passait dans notre génération, nous sommes la génération 80. Et chez nous, en fait, on vivait en famille. Quand je dis vivre en famille, c'est vraiment la famille avec l'éducation, pas que du papa et que de la maman, mais aussi des tantes, des oncles, du voisin
qui pouvait nous corriger, ça n'existe plus. Ouais, Aujourd'hui, on vit en appartement. Ouais. Aujourd'hui, on vit en appartement, on vit seul. Les couples vivent seuls. Ils n'ont pas cet accompagnement. Moi, je dis aujourd'hui, quand les gens se marient, ils veulent être en appartement, le mari et la femme, ils s'aiment, c'est l'amour, je ne sais quoi. Mais on est dans un contexte social où l'accompagnement qu'il y avait avant, des parents, de la belle-mère, de la belle-famille, de nos propres parents, dans ce processus de grandir et de devenir l'adulte que nous devrions devenir, était très important. Là, je suis passée à la génération adulte. Je vais aller encore plus bas. Plus bas, c'est quand on est. Moi, je dis que, par exemple, j'ai hyper été influencée par ma mère et ses sœurs. Parce que ma mère a des sœurs et je n'ai pas été éduquée que par ma mère. Parce qu'à 11 ans, j'ai quitté ma maison familiale. Je suis allée vivre à Saint-Louis avec les sœurs de ma mère. Et en fait, j'ai été inspirée par chacune d'entre elles. Quand je pense à ma mère, j'ai dit, c'est ma détermination, mon abnégation, c'est ma mère parce que c'est une femme hyper déterminée, mais je ne suis même pas à son niveau par rapport à la dureté et à la détermination. La rigueur. Et à la rigueur. À côté de ça, elle a des sœurs, il y en a qui sont hyper calmes, très calmes. J'ai eu une tante avec qui j'ai vécu à Saint-Louis, c'est la joie de vivre. C'est la positivité. Elle a influé sur moi. J'ai habité chez elle et elle n'avait pas de barrière pour me dire la vérité. Après ça, j'ai vécu avec une autre sœur de ma mère, qui est ma mère, parce que pour moi, c'est ma mère biologique. Mais j'ai vécu avec cette tante pendant longtemps, qui pendant tout mon parcours, et jusque-là, je dis jusqu'à aujourd'hui, elle me donne des conseils. Je ne dirais pas elle me corrige, mais elle me donne des conseils. Elle est regardante par rapport à ce que je fais et je sens qu'il y a une influence extraordinaire. Il y en a une qui me dit tout le temps, une autre de mes tantes, moi je me remémore tout le temps, chaque jour, je me rappelle de tout ce que j'ai fait pendant la journée, est-ce que j'ai fait une bêtise, qu'est-ce que j'ai dit à une personne. Et en fait, il nous passait ces messages-là. Il nous transmettait ces messages-là. Et c'était une grande famille. On vivait comme ça. Ma grand-mère est mandingue de Sédhiou. Et elle a insisté avec cette langue mandingue, que je ne parle pas aussi rapidement, mais que je comprends tout et que j'arrive à m'exprimer. Mais en fait, elle a insisté pour que cette culture mandingue, qu'on sente qu'on l'a eue. Et en fait, je crois que c'est ça aujourd'hui qui manque. C'est que les jeunes aujourd'hui doivent savoir d'où ils viennent, qui ils sont, de quelle famille ils appartiennent. Approprier leur culture. Oui, s'approprier sa propre culture. Maintenant, nul n'est parfait. Ni moi, ni personne. Je crois que c'est très important de pouvoir se connaître, parce que se connaître et de connaître son environnement, de connaître d'où on vient, ça te permet de pouvoir te rectifier et de pouvoir te réajuster quand il le faut. Parce qu'on est jeune, on fait des erreurs. On n'est pas parfait, mais cet environnement que tu connais te permet tout le temps de te remettre. J'ai un proverbe, je ne sais pas comment le dire en Wolof, qui dit que même si l'eau sort de la source, il retourne naturellement. Et donc, en fait, c'est important de connaître cette source-là, d'où on vient. Les autres influences, c'est par rapport à la carrière. On a besoin de conseils. On ne peut pas aujourd'hui... évoluer comme ça par rapport à sa carrière. Tu as parlé de mentors tantôt. Sans avoir des mentors. Les mentors sont des mentors qui peuvent être de la famille, mais c'est aussi des mentors qui peuvent être des mentors du milieu professionnel et des amis avec qui on a. Et ça, en fait, aujourd'hui, ça manque. Par exemple, je vais beaucoup parler sur ce sujet parce que ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, moi, je dis, quand j'ai commencé ma carrière, mon père, le premier conseil qu'il me dit, c'est que tu n'es pas obligé d'être l'ami du patron. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de faire bien ton travail. Et aujourd'hui, ce conseil, je l'ai suivi jusqu'au bout. Il a raison. Il me dit, si la relation amicale dans le milieu de travail naît, là, tu pourras la prendre comme un cadeau. Mais ton objectif premier, c'est de travailler et de bien travailler. Et de ne pas, en fait, faire des choses qui sont contre tes principes. Surtout. J'ai suivi ce conseil. Avant de commencer à travailler, je parlais tantôt de la coopération allemande, avant de commencer de travailler, et c'est les conseils que les jeunes doivent aller prendre chez les plus âgés. Avant de commencer de travailler à la coopération allemande, je suis partie chez 2 de mes oncles me renseigner, et 2.
J'ai parlé à un oncle qui m'a éduqué, à mon autre oncle et le frère de ma mère pour leur dire, j'ai 2 propositions de travail. J'avais une proposition avec un salaire comme ça, avec une proposition de la coopération allemande où le salaire était un peu plus bas. Ok. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, tu es jeune, tu ne cherches pas l'argent, tu cherches l'expérience. L'expérience. Va à la coopération allemande, tu vas beaucoup apprendre et un jour tu verras le résultat. Et je ne regrette pas parce que j'ai été conseillée. Donc toute seule, je n'y arriverai pas. Maintenant, il y a ces ressources internes que l'on a. Je reviens aux ressources internes enfin. Par contre, il y a aussi son entourage propre, ses amis. Il faut bien les choisir. Dieu aussi, je suis croyante, il y a le destin. Dieu nous met en relation avec des gens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie, c'est-à-dire des amis d'enfance, que ce soit à l'école primaire, je parlerai plutôt des amis d'enfance que j'ai eus au niveau du collège, parce que c'est là l'adolescence, qui sont des personnes fondamentalement bien, des personnes spirituellement ancrées. Et donc, l'expérience que tu peux prendre de toutes ces ressources-là, que ce soit les ressources familiales, les ressources professionnelles, ton entourage, ta famille, fait de toi la personne que tu es. Maintenant, je reviens aux ressources personnelles. Ok. Parce que sans ces propres ressources personnelles, c'est ce que tu vas chercher au plus profond de toi. C'est ton éducation, c'est ta formation, c'est ton courage, c'est le développement de tes compétences qui vont faire de toi l'être humain. C'est aussi ne pas avoir peur de l'échec. On ne réussit pas tout facilement dans la vie. Il y a des moments où il y a des tempêtes, mais il faut savoir se relever des tempêtes. Ouais. Comme votre citation là, j'ai vu une citation sur votre page où vous disiez, c'était quoi? La tempête. Attends, je regarde mes notes. J'ai bien aimé cette citation. Toutes les tempêtes n'arrivent pas. Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher votre vie. Certains viennent nettoyer votre chemin. Oui. C'est ça. Oui. Quelle est la tempête en fait qui est arrivée dans votre vie et qui vous a aidé à nettoyer un chemin particulier? J'ai essayé de trouver la définition du mot tempête. Quand on voit le mot tempête, on a dit c'est une perturbation violente atmosphérique. Perturbation violente atmosphérique. Quand on cherche le mot tempête dans la mer, on parle de dépression atmosphérique. Okay. Donc ça veut dire que c'est des perturbations profondes. Donc toutes les choses aussi négatives qui nous arrivent dans la vie ne sont pas forcément des tempêtes. Donc quand on revient à votre question, quelle est la tempête qui vous a secoué? Moi je dirais quelles sont les tempêtes. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie, je crois que c'est à partir de l'âge adolescent, sans qu'il y ait des tempêtes, sans qu'il y ait des choses qui nous secouent. Ça peut être dans notre crise existentielle. Solitude existentielle. Solitude existentielle, c'est là que ça commence. Ça peut être quand on forge notre personnalité par rapport à notre société, c'est-à-dire qui on est vraiment. Notre quête d'identité. Notre quête d'identité, comment on s'ajuste. Ça peut être des choses qui nous bouleversent, qui ne se passent pas forcément comme on aurait voulu que ça se passe. Ça peut être familialement. Ça peut être professionnellement certaines tempêtes qui arrivent et c'est pour ça moi j'ai toujours l'habitude de dire aux collègues les tempêtes professionnelles sont parfois les plus faciles à gérer parce qu'il y a d'autres tempêtes qui arrivent et donc moi je dirais pas il y a une seule tempête, il y a plusieurs tempêtes. Mais comment vous les gérez quand ça arrive? Comment vous les gérez? Vous avez des outils, des principes? Moi je gère les tempêtes en me disant que rien n'est définitif. Okay. Et une personne me l'a dit aussi. Pour parler toujours de l'échange d'expérience. Une personne m'a fait ouvrir les yeux et m'a fait comprendre que rien n'était définitif. Et elle m'a dit même le bonheur. Donc si le bonheur n'est pas définitif, alors là, le malheur ne sera pas définitif. Donc la vie est faite tout est temporaire et la vie est faite de haut et de bas. Et si on le comprend bien et qu'on a des objectifs, là, on continue dans ces objectifs malgré les difficultés. C'est pas parce qu'on se réveille chaque matin motivé à atteindre ses objectifs qu'on n'a pas des tempêtes dans sa vie. Et je crois que c'est important de le faire comprendre aux personnes. Et c'est important aussi d'être franc avec les personnes et de ne pas maquiller sa vie pour faire comprendre aux personnes que tout est rose. Ça peut être rose
Parfois, ça ne l'est pas, mais il faut continuer à vivre. Et je crois que le bout du tunnel, finalement, moi, en tant que croyante, je crois que Dieu est toujours avec nous et que le bout est toujours rose. Ouais. En fait, on est là pour souffrir. Même dans le Coran, on dit que l'être humain est créé dans la souffrance. Je pense que, en fait, j'ai jamais Souffrir vu... et être heureux aussi. Je suis d'accord. En fait, c'est ton choix, en fait. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi quelque chose de manière facile. Non. Du genre, en fait, la joie se trouve dans la difficulté. Tout à fait. Tu vois, même si vous voyez, si vous regardez les sports, par exemple, ou bien les matchs, vous voyez dans les finales, l'équipe qui a perdu, elle pleure. Pas parce qu'elle ne croit pas en Dieu, parce qu'elle a beaucoup fait, elle était si proche. Mais en même temps, elle s'est dit, il y aura une autre fois. Et l'équipe gagnante aussi, elle pleure parce qu'elle a dû travailler beaucoup pour arriver. Donc, en fait, je vois que il y a une ligne très fine entre la joie et la tristesse. Tout à fait. Et que tous les deux, c'est des émotions qui manifestent en fait notre sacrifice. Et que parfois, c'est bien d'accepter que le chemin ne sera pas facile de toute façon. Oui. Et quand vous l'acceptez, vous n'allez pas en fait retourner à moindre variation, à moindre obstacle. Vous n'allez pas vous dire j'arrête. Parce que vous êtes déjà préparé en quelque sorte. C'est l'acceptance. C'est l'acceptance en fait, c'est l'acceptance. Maintenant, quelles sont les leçons que vos parents, que vos enfants vous ont transmis? Par exemple, je vois que tout à l'heure vous avez parlé de tout ce que vous faites en termes de principes et de valeurs que vous essayez de transmettre à vos enfants. Mais j'imagine que être mère, ça doit changer ça a dû changer votre vie, votre manière de voir le monde. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Ou qu'est-ce que vos enfants vous ont appris avec le temps? Oui. Mes enfants, c'est pas... Ma fille, elle a juste 11 ans. Ouais. Mais les enfants apprennent beaucoup de choses, surtout pour une femme. Ouais. Je crois. Un homme aussi. Hein. Mon mari, il a pu apprendre avant qu'il ne m'écoute. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que quand tu es mère, tu es déterminée. Okay. Et moi, je me compare toujours aux chats qui griffent les personnes quand on veut toucher à leur chaton. Et donc, dès qu'on est mère, on a naturellement, en fait, cet engagement à vouloir se donner au mieux pour ses enfants. Et ça peut déterminer ce qu'on est en train de faire. On veut laisser une belle image à ses enfants. On veut s'améliorer. Donc, je crois que les enfants, en fait, vont faire en sorte que tu veux devenir une personne meilleure. Tu veux avoir des principes de vie parce que tu veux leur transmettre. Tu veux certaines erreurs, peut-être que toi, tu as faites, qu'ils ne le fassent pas. Donc, vos enfants vous apprennent, moi personnellement, à se bonifier. On se bonifie avec les enfants. Et ça apprend à être courageux. À tenir, ça apprend à être joyeux parce que je crois que les enfants c'est des innocents, ils sont toujours contents, ils s'amusent, ils croient en la vie et donc je crois que les enfants aussi tiennent la vie des parents parce qu'ils donnent aux parents la force de continuer et parfois même ils oublient les quotidiens parce que les enfants sont là. Donc les enfants c'est une chance. Tout à l'heure, vous avez parlé de la positivité. Moi aussi, je suis positif. Mais ça m'est arrivé des fois dans la vie où, en fait, je m'en voulais d'être positif parce que j'aurais dû être réaliste. Parfois, vous voyez un peu dans certaines situations, vous êtes tellement optimiste que vous devenez stupide, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'il y a des situations, est-ce que vous avez vécu des moments où vous étiez négatif, ou vous étiez perplexe, vous étiez pessimiste? Ah bah oui, ça arrive à tout le monde d'être perplexe par rapport à certaines situations. Ça arrive de douter. Ouais. En fait, la raison pour laquelle je pose la question, parce que je veux que les gens qui nous écoutent, je veux pas que les gens en fait se focalisent uniquement sur l'aspect positif, parce que le monde est réaliste. Exactement. Il faut pas être idéaliste. Donc, comment on peut faire cette danse entre la négativité et la positivité? Pour moi, c'est reconnaître la réalité de ce qui nous arrive, ne pas se leurrer. Parce que, comme vous dites, la vie n'est pas facile. Elle n'a jamais été facile. Maintenant, c'est parce qu'elle n'est pas facile qu'on cherche la positivité. Ah, ok. Là, je vois. Donc, la positivité est notre escapade, en quelque sorte. Exactement. Okay. C'est une escapade. Parce qu'en fait, la vie est faite
de choix. Il faut, par exemple, dès qu'on est, on nous donne des principes de base. Ça serait facile de naître, de manger, de dormir, de se réveiller, de rien faire. On ne peut pas. On nous met dans des cadres. Les petits-enfants, on les réveille les matins, on leur demande d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'on a l'espoir que là où on les amène, ça leur serve quelque chose pour leur futur. On leur apprend leur religion. Pourquoi? Parce que ça va leur donner des principes dans leur vie. Et tout ça, c'est parce qu'on est positif et qu'on croit en des lendemains meilleurs. En fait, qu'on se cantonne à bien faire. Et donc, je crois qu'en fait, c'est connaître la réalité de la vie et connaître aussi que la vie est faite de, comme vous dites, de tempêtes qui peuvent arriver. Et c'est là que la positivité revient. Parce que sinon, on n'aurait jamais parlé. Il y a toujours une chose, il y a toujours son contraire qui le motive. S'il n'y avait pas de négativité, on n'aurait pas parlé de positivité. Et si vous vous rappelez pourquoi j'ai dit mettre en place le concept Arami, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de bouleversements. Et ça, c'est... Et vous avez voulu créer un échappatoire. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de personnes, par exemple, je suis une personne facile d'accès. Il y a beaucoup de personnes qui viennent se confier à moi. Okay. Je vois beaucoup de personnes qui viennent te parler de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et donc, moi, l'idée, c'est comment leur lancer la perche. Comment dire à ces personnes que c'est possible. En fait, malgré ce que vous vivez, reconnaissez-le, acceptez-le, l'acceptance, et avancez. Parce que dans tous les cas, il faut avancer. C'est bien, je comprends. C'est très important. Avez-vous une peur ou une insécurité que vous essayez de combattre? Une peur et une insécurité. Vous êtes trop optimiste, vous êtes positive, et c'est bien. Non, mais je crois qu'on a tous des peurs. Hein. Ouais. Quelle est votre peur actuelle? Actuellement, qu'est-ce qui vous fait peur? Je crois que les peurs, c'est des peurs que partagent... j'ai des peurs que partagent l'ensemble des êtres humains, en fait. Okay. Moi, si on parle de peur, c'est des perturbations, des tempêtes, c'est-à-dire les êtres que l'on aime bien, de pouvoir les perdre un jour. C'est la vie, ça arrive. La peur de la mort, quoi. Oui, ça arrive. Il y a la mort, il y a la mort de ses proches. Ouais. Et ça, c'est le tunnel. Mais ce n'est pas peur de la mort dans le sens de... parce qu'on est des croyants, donc on s'applique à bien faire. Pour moi, je suis musulmane. On parle de l'au-delà et on s'applique à tout et Dieu est grand et on fait ce qu'on a à faire. Mais en fait, on prévoit des choses, on planifie, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ça, c'est l'incertitude. Et je crois que l'incertitude, c'est pas que la mort, c'est l'incertitude du lendemain. Ça peut être la mort, ça peut être la maladie. Hein? Mais c'est fou en fait que vous êtes positif et vous avez l'espoir d'un avenir meilleur, mais en même temps vous avez peur de cet avenir, de ce qui se passait dans ce qui pourrait se passer dans cet avenir. Mais parce que ça arrive, il faut y penser. C'est pas parce que en fait, je me dis, c'est se leurrer que d'être hyper positif et de se dire rien va se passer. Il faut connaître ce qui peut se passer et vivre son positivisme avec. Ok. Mieux vaut prévenir que guérir, en quelque sorte. On ne peut même pas prévenir. On peut qu'avancer. Et c'est là qu'on est positif. C'est-à-dire, on n'est pas en train de prévenir quoi que ce soit. On connaît toute cette relation, toute cette réalité du monde, toute cette réalité existentielle, philosophique du monde. Et ça, on ne peut rien faire. Et avec ça, mais on vit, on s'amuse, on fait du bien, on travaille. C'est laissé emporter par les vagues de la vie, en quelque sorte. Oui. Mais encadré par des principes. Je suis d'accord. Voilà. La vie n'est pas facile. Hein. La vie n'est pas facile. Ça, j'imagine. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a impacté? Quelle est la personne qui vous a impacté le plus dans votre vie? Moi, je dirais, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. C'est pas qu'une personne. C'est plusieurs personnes. Je ne suis pas impactée par une seule personne. Okay. Je suis impactée par... bon, je crois que le premier impact direct, c'est les parents. Parce que, voilà, les parents, ça te touche. Et l'impact, ce n'est pas seulement un impact qui te touche, c'est ce qu'ils te transmettent. Et des fois, c'est qu'ils te transmettent sans s'en rendre compte. Ouais. Voilà. Des petits moments qu'on mémorise. Voilà, ils transmettent des valeurs. Mais ils transmettent aussi, ils peuvent transmettre des peurs,
Ils peuvent transmettre des insécurités. Ils peuvent transmettre de belles choses. Et ils peuvent transmettre, moi je crois que l'essentiel de l'impact positif en fait que mes parents ont eu, surtout mon père, c'est la liberté dans l'état d'esprit et la réflexion. Mon père m'a toujours fait réfléchir. Je l'appelle monsieur dans la vie, il faut. C'est dans la vie et en fait, c'est une personne qui est très dans la vie et très positive et un bon vivant. Donc, qui, avec son âge, il vit bien, il est hyper positif. C'est l'abnégation et je dis la détermination et le courage et la force et la personnalité de ma mère. C'est les principes de générosité, de partage, de ma tante qui m'a éduquée, de joie de vivre d'une autre tante, de politesse, de respect de mes tantes et des frères de ma mère. Parce que j'ai été très influencée par ce monde et de mes amis, en fait. De mes amis, parce que j'ai rencontré des amis dans mon milieu de travail qui, ça fait 10-15 ans que je les fréquente, mais qui impactent quotidiennement, parce qu'on se fréquente 15 ans avec des personnes avec qui on travaille, c'est beaucoup de choses, de mes amis d'enfance, qui sont pour moi parce que c'est des personnes spirituellement hyper ancrées, plus que moi. Et donc, ils sont comme des, ils jouent aussi un rôle de cadrage, et de mon mari aussi, qui est une personne avec qui je fais ma vie. Okay. Et donc, forcément, cette personne influence. Donc, et de mes cousins, et de mes cousines, et de tout. Et donc, pour moi, en fait, on n'est pas impacté par une personne, on est impacté par tout son entourage, on apprend de chacun, on tire des leçons de chacun, on tire des leçons de modestie de ces personnes qui, par exemple, j'ai été très entourée d'oncles avec des niveaux de responsabilité hyper élevés, mais avec une modestie extraordinaire, avec une simplicité de vie extraordinaire, et à chaque fois, j'essaie de les copier. J'y arrive pas souvent, mais des fois, si tu as envie de voler un peu, tu te dis c'est toi. Parce que, en fait, pour moi, c'est des modèles. C'est des modèles. Donc, c'est important d'avoir des références, des modèles. Références. C'est très important. Des modèles. Quelle est votre définition de la réussite? Ah oui. Moi, je ne donne jamais des définitions. C'est ça, en fait. Je n'ai pas une vision fixe des choses et figée. Donc, je pose la question autrement. Sentez-vous actuellement accompli? Là aussi, je dirais l'accomplissement est continu pour un être humain. Je crois que alhamdoulilah, je remercie Dieu d'avoir eu ce parcours, d'avoir eu cette famille, d'avoir eu cet entourage, de pouvoir aujourd'hui, grâce à ta famille, te rencontrer des personnes aussi positives et de pouvoir partager, parce que j'adore partager les expériences. De pouvoir voir qu'à travers moi, ce que je suis en train de lancer, il y a des personnes peut-être que ça peut impacter. Et ça, pour moi, ça me fait plaisir. Quand je me couche et que je dis, aujourd'hui, quelqu'un a écouté mon message et que ça l'a impacté et que lui aussi va transmettre à son tour, parce que je crois que ça continue, en fait, c'est systémique. Ça me fait plaisir. Mais je crois que l'accomplissement, pour moi, c'est... Si je demandais, par exemple, on a parlé de futur, on a parlé d'avenir, quel est votre futur désirable, en quelque sorte? Mon futur désirable. Donc, mon futur désirable, si je le dis bien, c'est d'être en bonne santé, de bien continuer à faire mon travail. J'adore mon travail dans la coopération au développement, où j'accompagne des projets ambitieux, où je sens aussi qu'il y a un impact sur les Sénégalais. Sur ces projets-là, parce qu'on accompagne des jeunes à trouver un emploi, à parfaire leur formation. On peut leur donner des outils pour pouvoir, ou des kits qui leur permettent de pouvoir se réaliser. Et moi, je me vois bien continuer en fait, à impacter comme ça aussi dans le cadre de la coopération. L'autre chose, c'est avec Tahami, ce que je suis en train de faire, de pouvoir avoir plus de personnes, c'est-à-dire qui partagent cet état d'esprit. Aujourd'hui, on est à peu près une communauté de 600. On l'a lancé en mars, et aujourd'hui, ça fait 5 mois. 5 mois, 640. J'ai jamais voulu booster. J'ai voulu que les personnes sentent vraiment le besoin de vouloir rejoindre notre communauté, mais pas parce qu'on booste sur les publicités. Non. J'ai pas voulu. Et pour moi, en fait, moi, ma vie, elle est simple. C'est d'être heureuse,
de gagner ma vie tranquillement, de pouvoir satisfaire mes besoins, éduquer mes enfants, de bonnes études, voilà, impacter, transmettre du bien. Moi, quand je transmets du bien, je suis heureuse. Ok. Voilà. Le meilleur conseil qu'on vous a donné et le pire conseil aussi. Je veux les deux. Le meilleur et le pire. Le meilleur conseil et le pire conseil. Ah oui, il y a un conseil que j'aime bien, qui m'est donné par ma mère et mes tantes. Je les adore. Hein. Et en fait, ce concept qui dit, je le dirai en wolof et après en français, tep tep moo gën yulet. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Et en fait, quand on prend par exemple une bouteille d'eau, cette bouteille, quand je la prends et que j'essaie de verser goutte par goutte, ça permet aussi de saisir goutte par goutte tout ce qu'on est en train de faire, d'en prendre les expériences et de mieux comprendre. Alors que si tu verses tout, tu as déjà tout versé, tout bu, c'est fini. Et donc, ce concept, je l'adore parce que ça peut se voir métaphoriquement de plusieurs façons. Ça peut se voir métaphoriquement de la façon de pouvoir considérer les choses que l'on fait, mais aussi ça permet de pouvoir être patient. Parce que je crois qu'en fait, la patience, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Okay. La fougue de la jeunesse ne la permet pas forcément, je ne l'ai pas toujours eu. Je ne l'ai pas toujours eu. La fougue de la jeunesse ne la permet pas forcément. Mais en fait, pour moi, en fait, ça, c'est une qualité. Voilà. Et la pire conseil, je ne sais pas. Parce que en fait, j'ai pas eu de pire conseil, j'ai pas eu de mauvais conseils dans ma vie. Okay. Quelqu'un, parce que voilà, j'essaie aussi d'éviter des personnes qui comme ça. Okay. Donc j'ai des bons conseils. Vous êtes chanceuse alors. Je suis chanceuse. Maintenant, bon, est-ce qu'il y a une douleur ou une galère intentionnelle que vous aimez en fait? Par exemple, moi, j'aime bien, en fait, en fin de journée, aller à la salle d'entraînement, torturer mon corps, parce que je me dis dans ma tête, no pain, no gain. Et que c'est bien de se mettre dans des situations difficiles pour tester votre personnalité. Et c'est une douleur intentionnelle et personnelle que je m'impose, parce que je sais que quand je finis et que je prends ma douche, je me sens bien dans mon corps et je peux être productif, je peux être performant. Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous avez une douleur personnelle, intentionnelle que vous vous imposez? Parce qu'au bout de cette galère, il y a un sentiment de récompense, il y a un sentiment de faire quelque chose qui va au-delà de votre personne. Moi, je ne voudrais pas utiliser de douleur. Mais moi, j'utiliserai un peu d'adrénaline. C'est painful, c'est painful. Oui, je sais. Vraiment, en fait, c'est vraiment douloureux. Je ne donne pas ce conseil, mais il m'arrive parfois, par exemple, quand j'écrivais le concept Tahami, et je voulais le faire, je voulais l'écrire, et je l'ai fait. Je l'ai fait à des moments où il fallait dormir, il fallait ne pas se préserver, je pouvais me prélasser, je pouvais aller discuter, faire des choses. Je ne l'ai pas fait, je me suis concentrée à ça parce que l'objectif au final, c'était de mettre en place ce concept. Parfois, par rapport au travail, et c'est une culture aussi du travail que j'ai toujours eue, par rapport au travail, je me fixe des objectifs. S'il faut finir tard, s'il faut continuer à bosser parce qu'il y a un résultat au bout du compte, je le fais. Mais après, je prends des longues périodes de repos comme ça. Parce que voilà, il faut se faire du bien, il ne faut pas se torturer. Et il faut être, voilà. Non, il faut le juste milieu. Je comprends. Maintenant, imaginez votre vie est composée de plusieurs ingrédients. Et donc, quel est l'ingrédient qui manque pour que votre vie soit accomplie? L'ingrédient qui manque. Je donne une métaphore. Par exemple, la vie est composée de plusieurs compartiments. Est-ce qu'il y a un compartiment qui déséquilibre la balance? Est-ce qu'il y a un compartiment en chute que vous aimeriez redresser pour que tout soit stable, pour que tout soit parfait? Pour que tout soit stable, tout soit parfait? Oui, il y en a. Il y a des capacités d'organisation, en fait, que l'on aimerait personnelles, et plusieurs autres aspects qui sont très personnels et que je voudrais, et que je m'éduque, de toute façon. Je m'éduque quotidiennement. Et c'est pour ça que je disais se sentir accompli.
Moi, je crois que quotidiennement, je m'éduque par rapport à plusieurs aspects que je connais au plus profond de moi, que je connais toute seule des fois. Il y en a qui le connaissent, des gens qui sont proches de moi, mais que j'essaie quand même de corriger. Parce que je crois qu'on n'est pas parfait. Mais derrière ces imperfections aussi, il y a aussi beaucoup de belles choses qu'on est. Et c'est là le message aussi que je lance à des personnes qui peuvent être découragées ou qui peuvent se sentir mal parce qu'ils n'ont pas bien fait certaines choses. Non. C'est pas parce que vous faites mal une ou deux choses que vous avez échoué votre vie ou que c'est pas bien. Toutes ces personnes que vous voyez comme ça, là, vous m'avez dit il faut s'adresser. Donc, toutes ces personnes que vous voyez comme ça, chaque jour, bien habillées, en train de faire leurs choses, ils ne sont pas forcément des personnes parfaites. Donc, s'ils le peuvent, vous pouvez le faire. C'est Donc, sûr, voilà. c'est sûr. Ça, Il faut croire en soi. Oui. Maintenant, imaginez, bon, c'est ma dernière question. Imaginez, vous avez vécu 120 ans, vous avez réalisé tous vos rêves. Wow, la classe. Tahami est devenu un grand concept. Vous avez pu aider beaucoup de jeunes. Et que maintenant, c'est votre dernier jour, plus tard que tout. Et que vous devez en fait laisser trois principes. Quel est à léguer à vos enfants, à léguer au monde? Quels sont les trois principes que vous allez donner? Trois principes de vie, de conseils. Ouais, les principes de vie. Moi, je dirais le premier principe de vie, là ça m'amène loin, hein. Le premier principe de vie, c'est un principe de respect de l'être humain et de la considération de l'être humain. L'empathie, quoi. Moi, je dirais que c'est plus profond que l'empathie. Okay. C'est de considération de l'être humain, quel qu'il soit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des considérations par rapport aux fonctions, par rapport à la classe sociale, par rapport à ce qu'on est devenu dans la vie, entre guillemets. C'est pour ça que je mets toujours ces choses-là entre guillemets. Et donc, pour moi, il faut pouvoir respecter, considérer l'être humain, parce qu'avec ces gestes, parfois, on peut décourager des personnes et on peut anéantir des vies. Surtout bien choisir ses mots. Hein. Voilà. Surtout, donc, c'est j'allais très en important. arriver là, bien choisir ses mots avec les personnes. Ça, c'est un premier principe que je laisserai. L'autre principe, c'est le principe du partage. Du partage. Parce que, pour moi, en fait, quand on lance, ça revient. J'ai été éduquée comme ça, j'ai évolué comme ça, et j'ai pu, pendant ces dernières années, constater que ça marche. Il faut savoir partager. Donner avant de recevoir. Il faut savoir donner, et il faut savoir donner sincèrement. Pas en attendant que quelque chose nous revienne. Parce que parfois, on s'attend à des choses, que ça nous revienne, mais ça ne revient pas forcément. Donc là, on regrette d'avoir donné, alors que voilà. Donc quand on partage, il faut vraiment vouloir le faire, parce que ça colle avec les principes, et il faut le faire. Troisième conseil. Troisième principe, c'est la famille, les amis, l'entourage proche. Et l'entourage proche et le travail, je le mettrai dedans. Parce qu'il faut travailler dans la vie. Il faut avoir le principe de travailler. Parce que c'est en travaillant qu'on a sa dignité. C'est le travail qui nous donne cette personnalité. Il y a sa famille, il y a sa famille, sa spiritualité, sa religion, parce que ça maintient l'équilibre. Il y a ses amis. Tout ça, c'est l'élément en fait de base qui nous maintient. On est tout le temps dans les quotidiens, de nos activités, dans le quotidien des choses, mais ses proches, sa famille, sa spiritualité, son travail, c'est des choses qui ne lâchent jamais. Ouais. En tout cas, merci, ma Binta. Merci beaucoup. Non, je suis très honoré et en tout cas, je vous félicite pour Tahami, pour tout ce que vous faites. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais j'ai vu en fait votre page, on a eu à échanger et on a beaucoup d'amis en commun et je vous apprécie et j'espère qu'on aura partagé. Oui, qu'on aura plus de personnes comme vous dans le secteur. Je pense que les jeunes, ils en ont besoin. On a besoin des modèles de référence. On a besoin de montrer aux gens qu'il y a des jeunes ici au Sénégal qui sont compétents, gentils, respectueux, honnêtes, transparents et qui veulent vraiment aider. Et que les chemins, certes, ce n'est pas facile, mais si vous regardez des gens qui l'ont déjà fait, ça veut dire que vous pouvez le faire.
En tout cas, je vous remercie. Et si nous, on est là, si on peut aider, n'hésitez pas. Oui. Comment les gens qui nous écoutent pourront entrer en contact avec vous, participer dans vos ateliers thématiques? Oui, ce qu'on fait, c'est que je fais des lives. Okay. S'ils le demandent à partir de la page Instagram, okay. S'ils ont des sujets qu'ils veulent traiter, ils peuvent juste m'écrire sur la page Instagram et je prendrai ça. Ouais. Je ne le fais pas à un rythme constant parce que aussi j'ai un travail à côté qui est assez prenant, donc je fais de temps en temps des lives. Au début, j'en faisais toutes les semaines parce qu'il fallait vraiment que la mayonnaise prenne et qu'on sache que voilà que Tahami est arrivé et avec le principe ça a pris. Alhamdoulilah. On a des activités de after work que l'on organise mensuellement et pendant ces after work on traite de thématiques, donc ils peuvent rejoindre nos after work parce qu'il y a des personnes bien qui participent, des personnes qui viennent généreusement partager et on en sort toujours avec un état d'esprit positif. On en ressort, comme dit une des adeptes de Tahami, elle dit avec de l'énergie positive. En fait, ça c'est important. Ouais, on se booste, on reprend de l'énergie et voilà. Et c'est comme le sport. Hein? Ouais, c'est comme le sport. Voilà. Ouais. C'est votre forme de méditation. Voilà, c'est notre forme de méditation. Et c'est bien. Et c'est vraiment libérateur, quoi. Exact. En tout cas, merci. Et pour les gens qui nous écoutent, je mettrai toutes les références, sa page Instagram, toutes les informations utiles dans les show notes. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ici, c'est le Cercle d'Influence Podcast. On s'inspire à inspirer avant d'expirer. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir Mame Binta Diouf de Tahami. Un dernier mot? Merci. En tout cas, merci d'avoir créé le Cercle d'Influence. Ouais. Merci à vous et à toute l'équipe. De m'avoir reçu, de m'avoir donné ma boisson préférée. Même si j'évite un peu le sucre. Donc, en tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Continuez comme ça. Et c'est très motivant pour Tahami de voir qu'à côté, il y a des jeunes aussi qui sont en train de s'activer et qui sont en train de motiver, d'influencer. Voilà, gardez le lien. N'hésitez pas de vous rencontrer, lâchez les téléphones portables, sur Instagram, surtout ça. Rencontrez-vous plus, allez vers la nature, regardez les belles choses et voilà, la vie n'est pas qu'en face d'un téléphone portable. C'est très important, écoutez bien. À la prochaine, soyez unique, soyez légendaire, peace and love, we out.